J'imagine que je n'ai pas le choix, Momo. Je dois vraiment tuer le Seigneur du Feu. L'eau, la terre, le feu et l'air. Cette introduction fait sûrement frissonner la plupart d'entre vous en réveillant par la même occasion des souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Mais cette introduction est bien plus qu'une simple phrase. C'est une description. C'est la description d'une entité, celle de l'entité qui regroupe en son sein les 4 éléments, mais surtout qui regroupe les 4 nations. Cette entité, c'est l'Avatar, le maître absolu des éléments, le maître absolu de la spiritualité, et particulièrement le gardien de l'équilibre. Gardien de l'équilibre entre les 4 nations et surtout gardien de l'équilibre entre le monde des esprits et celui des humains. Mais avant de parler de ce gardien, laissez-moi vous introduire le sponsor de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais Raid Shadow Legends, c'est un MMORPG où vous pouvez incarner différents héros et vous battre contre d'autres persos ou encore des gigaboss, tout ça avec un tour par tour. Et même si ça vous fatigue de cliquer tout le temps, vous inquiétez pas, le tour par tour peut être fait de façon automatique, c'est-à-dire que vous pouvez laisser votre jeu tourner sur ce mode-là pendant que vous faites autre chose à côté ou que vous surveillez du coin de l'œil. Comme un vrai MMORPG qui se respecte, vous pouvez bien sûr faire évoluer vos champions en XP, ainsi que leur équipement que vous pouvez farmer avec des missions, en passant des niveaux, etc., etc. Plusieurs champions, donc les personnages, sont disponibles au début et vous aurez le choix entre 4 d'entre eux. Au début, parce qu'après vous pourrez faire des invocations et en avoir d'autres. Moi par exemple, j'ai pris Galek. Pourquoi ? Je trouve BG avec sa peau verte là, je kiffe. Et d'ailleurs, il y a un nouveau champion, enfin une nouvelle championne, et il s'agit de la star du MMA, Ronda Rousey. Et pour pouvoir l'obtenir, c'est assez simple. Vous avez juste à ouvrir le jeu 7 fois avant la date limite du 28 février. Qui est-ce qui a dit qu'il fallait se casser la tête? Si vous utilisez mon lien, vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur à peu près de 30 € qui sera récupérable dans votre boîte de réception juste ici. Et à ce pack de démarrage gratuit, vous pourrez également avoir le champion Jotun, toujours en utilisant mon lien et en allant dans la boîte de réception. Alors n'hésitez pas et téléchargez Raid Shadow Legends, surtout avec mon lien. Et merci encore à eux de sponsoriser cette vidéo. Pour revenir au sujet principal, pour la Xème fois, l'Avatar s'est réincarné. Et il l'a fait dans le corps d'un nomade de l'air, le peuple le plus pacifiste. Mais malheureusement, c'est à ce nomade de l'air pacifique qu'il revient la lourde charge de mettre fin à une guerre de plus de 100 ans. Avant d'être l'Avatar, Aang est un jeune garçon de 12 ans, un jeune garçon qui vient à peine d'entrer dans l'adolescence avec le lot de problèmes qui accompagnent cela. Le doute, la recherche de soi ou encore l'amour, tout ça, ce sont des épreuves que doivent affronter Aang en ayant conscience qu'il est le dernier maître de l'air au monde. C'est trop. Beaucoup trop pour lui et voilà pourquoi ses amis sont si importants. Parler de l'Avatar Aang, ça revient forcément à parler de Sokka, Katara, Toph et surtout Zuko. Car les exploits de Aang sont intimement reliés aux 4 personnes que je viens de citer. Katara et Sokka l'ont découvert, Toph et Zuko l'ont formé. La relation qui unit l'équipe de l'Avatar est très puissante et très profonde. C'est à 5 qu'ils ont sauvé le monde et qu'ils ont bâti une aube nouvelle. Un monde où les 4 nations, autrefois séparées, et ce même avant la guerre, pourront vivre ensemble dans l'harmonie et la paix. L'équipe de l'Avatar, ce n'est pas seulement 4 personnes qui accompagnent l'Avatar. C'est aussi et surtout un nomade de l'air, le dernier maître de l'eau du Sud, le plus grand maître de la terre de tous les temps, le Seigneur du Feu et le guerrier le plus ingénieux de tous les temps. Toutes les sensibilités sont représentées dans cette team. Avant la Cité de la République, il y a eu l'équipe de l'Avatar et c'est de ces 5 personnes-là que l'on va parler aujourd'hui. Dernièrement, je me suis refait Avatar The Last Airbender et surtout j'ai lu les 5 premiers comics qui sont sortis et qui font directement suite à la fin de la guerre de 100 ans. Au passage, si jamais vous voulez retrouver ces comics en français, je vous mets un lien en description vers le Discord de Avatar Realms qui est la team qui a traduit ces comics là. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, vous connaissez, tous les liens sont en bio. Sur ce, Ohio Mina, c'est Hiro et aujourd'hui, on parle de la team Avatar. Je suis désolé, maître. Vous vous trompez. On commence donc par Sokka. Sûrement celui que les fans trouvent le moins intéressant, et c'est vrai que pendant une partie de la série, notamment les 20 premiers épisodes, ce n'est pas le plus, disons, fin. J'espère que vous êtes tous prêts pour l'invasion. Secouez-vous derrière.
C'est un peu le souffre-douleur, celui que personne prend au sérieux et qui se prend toujours des balles perdues venues de nulle part. Mais derrière ce garçon un peu bébête et un poil misogyne quand même, se cache un jeune homme courageux et déterminé. Un garçon qui comble son manque de force par une intelligence incroyable et un talent pour la stratégie militaire qui ferait rougir les plus grands chefs de guerre. Sokka est aussi un jeune garçon qui évolue et qui sait reconnaître ses erreurs. Je pense premièrement au jugement qu'il avait porté sur Aang, mais surtout par rapport à sa vision des femmes. Au début de l'histoire, Sokka voit les filles et les femmes comme quelque chose qu'il doit protéger, mais surtout il les voit comme quelque chose de fragile et de faible. Et c'est normal puisqu'il a grandi dans une tribu où les hommes vont à la guerre et où il n'existe plus aucun maître de l'eau, femme comme homme. Et son modèle n'est nul autre que son propre père, qui est admiré de tous dans la tribu. Sokka a donc grandi en ayant pour but de lui ressembler. Mais dans son voyage, il comprendra que les hommes ne sont pas les seuls à détenir la force. Et il tombera notamment sur des femmes très fortes. Tout d'abord, il y a sa sœur Katara qui l'a vu grandir et qui l'a vu devenir un très grand maître de l'eau. Puis il rencontrera son premier amour, Suki, et les guerrières Kyoshi. Ces filles qu'il pensait faibles lui ont finalement beaucoup appris et elles ont su défendre leur village de façon acharnée face à Zuko et ses rhinos féroces. Mais le gros du changement eut lieu lors de sa visite au pôle Nord, lorsqu'il fit la rencontre d'une femme du nom de Yue, la princesse du pôle Nord. Malheureusement pour lui, cette femme était déjà promise à un autre homme, comme le veut la tradition. Mais l'amour, le vrai, est plus fort que tout et il peut même être plus fort que les traditions. Sokka et Yue passeront donc des semaines ensemble, mais un jour, un drame arriva. Le commandant Zhao, dans sa folie des grandeurs, tua l'esprit de la lune, déséquilibrant ainsi le monde et provoquant une catastrophe naturelle. Yue, qui fut sauvée par la lune lorsqu'elle était petite, deviendra donc elle-même l'astre qui cache le soleil, vivant dans les étoiles pour toujours. Bon, même si par rigueur scientifique, les premières étoiles se trouvent à des années-lumière de la lune, mais c'est beau quand je dis ça. Le sacrifice de Yue fit grandir Sokka. La perte d'un être qu'il affectionnait plus que tout lui a fait comprendre encore à quel point la vie était cruelle. Depuis lors, il ne voudra plus perdre personne. Cependant, malgré son ingéniosité et son courage, on peut dire qu'il manque de puissance pour affronter les maîtres du feu. Et c'est là que rentre en compte Maître Pintalao, celui qui apprendra la maîtrise de l'épée à Sokka, et donc ainsi, à partir de là, il pourra se battre à armes égales avec les autres maîtres des éléments. Mais Piandao a transmis autre chose à Sokka. Il lui a transmis l'art d'être un guerrier dans l'âme, un homme fier qui ne recule pas et qui se dresse devant son ennemi sans trembler. Alors c'est vrai, Sokka n'est pas aussi impressionnant que les 4 autres personnes dont on parlera. Il a même pendant longtemps été plutôt faible, mais cette faiblesse lui permettait de voir ce que les autres ne voient pas et de comprendre ce que les maîtres ne comprennent pas. Cette faiblesse l'a obligé à être quelqu'un d'ouvert d'esprit, toujours ouvert aux innovations qui feront avancer le monde. Et ça, on le voit notamment dans les comics, en particulier dans 2 d'entre eux. Il y a tout d'abord le 3e comics, le Désaccord, qui est plus centré sur Toph, où on voit qu'il est fasciné par les innovations que lui montre Satoru, surtout sur celles qui permettent aux non-maîtres de faire le même travaux que les maîtres. Mais on remarque cet aspect de sa personnalité surtout dans les comics Sud-Nord. Dans ce comics, 2 personnes, membres de la tribu de l'eau du Nord, viennent pour aider le Sud à se développer, parce qu'il s'agit du peuple le plus en retard technologiquement. Katara, ainsi que beaucoup d'habitants du Sud, sont très réticents à l'idée de transformer leur société, mais Sokka, lui, va plutôt défendre cette idée jusqu'au bout, et ce, malgré plusieurs événements qui auraient pu lui faire changer d'avis. Et c'est d'ailleurs ce genre d'ouverture d'esprit qui permettra la naissance d'endroits comme la Cité de la République. Et d'ailleurs, on oublie souvent, mais c'est Sokka qui s'occupe de la logistique et des routes empruntées par l'équipe de l'Avatar. Quand il y a un problème et que Aang n'est pas en mesure de le régler, c'est lui qui s'y colle. Quand il s'agissait de pénétrer discretos dans la Nation du Feu, c'est lui qui a imaginé le plan et les engins pour le faire. Et c'est aussi lui qui imagine le fameux plan d'évasion, et il a su en bricoler un très rapidement pendant la comète Sozin, alors qu'il était sûrement le plus vulnérable au maître du feu. Et n'oubliez pas que lorsqu'il grandit, il devint un guerrier extrêmement puissant. Pour rappel, dans Legend of Korra, Tenzin précise que Sokka a participé à la bataille contre Zahir et ses guerriers, ce qui n'est pas une mince affaire. Bref, Sokka, de par son ingéniosité, a su pallier à son manque de force et a réussi à devenir un grand guerrier. Si quelqu'un peut lui enseigner ce qui lui fait défaut, c'est Tenzin. Katara, le dernier maître de l'eau du pôle sud, si on ne compte pas les 2 sœurs formées par Pakku dans les comics. Katara est une jeune fille forte, téméraire et courageuse, une jeune fille qui n'a pas peur de la confrontation. À cette force et à ce courage, elle ajoute un cœur gros comme celui d'une tortue lion géante, car oui, Katara est surtout quelqu'un
d'attentionner. Attentionnée envers son frère, qu'elle fait semblant de détester en apparence, mais qu'elle adore dans le fond, mais surtout attentionnée envers celui qu'elle aime, envers Aang. Elle a toujours cru en l'Avatar et elle a été la première à comprendre qu'elle pouvait miser sur lui pour sauver le monde. Quand Aang a des soucis ou qu'il doute, c'est Katara qui est là pour l'aider et le consoler. Mais derrière toute cette attention et tout cet amour qu'elle donne se cache une réelle tristesse. La tristesse d'avoir perdu sa mère. Si Hakoda était le modèle et le repère de Sokka, Kaya était celui de Katara. Si bien que lorsque l'occasion de venger la mort de celle-ci se manifesta, Katara se métamorphosera complètement et révélera ce qu'il y a de plus noir et violent en elle. C'est aussi et surtout en souvenir de sa défunte mère qu'elle donnera ce même prénom à son deuxième enfant. Malgré tout ce que je viens de dire, il ne faut pas oublier que dans les premières saisons d'Avatar, Katara n'était qu'une jeune adolescente et en avait donc le caractère. On a parfois l'impression qu'elle se comporte comme une gamine en s'énervant ou en boudant, mais ce trait de caractère sert le personnage et permet d'observer une réelle évolution dans celui-ci. Au fur et à mesure de son voyage, elle et Aang ont beaucoup pris en maturité. Son fort caractère lui a permis d'atteindre un très haut niveau dans la maîtrise de l'eau, et pour ce faire, elle ira jusqu'à défier les traditions du pôle Nord en combattant et en forçant Maître Pakku à lui enseigner cette maîtrise. Et elle aura aussi été le professeur de maîtrise de l'eau de 2 avatars. Parce que oui, elle a été celui de Aang en partie, mais c'est également elle qui a été celui de Korra. À seulement 14 ans, elle était même déjà devenue un maître du sang, bien que ce pouvoir la dégoûte. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ait usé de ce pouvoir sans vergogne face aux cuirassiers du Sud montre à quel point le lien qui l'unissait à sa mère était fort. Et c'est également pour ça qu'elle aura beaucoup de mal à accepter Malina, la nouvelle femme de son père, car pour elle, sa mère est irremplaçable. L'histoire de sa mère est ce qui la lie à un autre personnage, Zuko. Tous les deux ont vu la Nation du Feu leur arracher leur mère, même si pour Zuko, ça finira par s'arranger. Voilà pourquoi ces deux-là forment un espèce de duo dans l'équipe de l'Avatar, comme lorsqu'ils ont affronté ensemble Azula, ou encore avec leur voyage pour retrouver l'assassin de Kaya. La partie sur Zuko viendra plus tard, mais j'ai l'impression qu'au-delà du fait de vouloir se faire accepter par Katara, Zuko s'est surtout senti concerné par cette histoire, car comme je l'ai dit, lui aussi la Nation du Feu lui a enlevé sa mère. Mais comment parler du personnage de Katara sans parler de sa relation avec l'Avatar Aang? L'amour, c'est quelque chose de compliqué et ça l'est encore plus lorsqu'on est jeune et que par-dessus tout, on a la lourde charge de sauver le monde. Avant tout, pour Katara, Aang représente l'espoir. L'espoir qu'elle, ainsi que tous les membres de la tribu de l'eau, ont perdu, a été retrouvé lorsque elle et Sokka retrouvèrent Aang congelé dans un iceberg. On comprend donc au départ que les sentiments de Katara envers le jeune maître de l'air n'étaient pas du tout amoureux et on le voit bien dans la première saison. Il y a l'histoire avec Jet qui représente pour moi par exemple l'immaturité de Katara dont je parlais tout à l'heure, puisque cette relation se basait sur des choses assez superficielles. Et c'est aussi montré avec les prédictions de Tantou. Ah non, une dernière chose. Est-ce que je devrais m'habiller chaudement ou pas aujourd'hui? Vous voulez que je vous fasse une autre lecture pour ça? Et c'est d'ailleurs à partir de cet épisode 14 qu'elle commencera à le regarder autrement. Katara est en quelque sorte le point de repère de Aang. Lorsque lui se soucie des problèmes du monde, Katara se soucie des problèmes de Aang. Lorsque Aang est en colère et n'est plus lui-même, c'est Katara qui le ramène à la raison. Au fur et à mesure du temps, l'espoir de la fille de Hakoda s'est transformé en un véritable sentiment amoureux. Pour moi, Katara représente un peu la tâche humaine et terrestre de Aang. On en parlera plus dans sa partie, mais Aang étant moine, de ce fait, il est censé pouvoir se détacher des plaisirs de ce monde, que ce soit des choses matérielles ou des choses charnelles. Mais Aang, lui, n'y arrivera jamais, et l'une de ses raisons, c'est Katara. Au temple de l'air boréal, il n'a pas pu ouvrir son 8e chakra à cause de son attache pour Katara. Pendant un moment, il refusera sa nature de maître du feu, en grande partie à cause de ce qu'il avait fait à Katara. Dans le tout premier comics de l'Avatar, The Promise, qui fait directement suite à la défaite de Ozai, Katara dit quelque chose de très intéressant à Aang. Aang et Zuko ont désaccord sur une colonie de la Nation du Feu au royaume de la Terre qui s'appelle Yundao. Aang veut, comme lui avait conseillé Roku, que les 4 nations vivent totalement séparées. Zuko lui pense que les membres de différentes nations peuvent cohabiter ensemble. Mais Katara lui fera remarquer que s'il veut appliquer cette séparation au sens strict du terme, alors cela signifie que pour eux aussi, ce sera la fin. Et c'est cette réflexion qui donnera naissance, des années plus tard, à la Cité de la République. Pour résumer, Katara est l'un des plus grands maîtres de l'eau au monde. Elle est partie de sa petite île de glace où elle titubait à faire bouger quelques gouttes d'eau, à pouvoir dompter l'eau se trouvant dans le corps d'une personne. Katara a été la pierre angulaire du sauveur du monde, la première à croire en lui, et elle finira même par en tomber amoureuse. Dans la temporalité actuelle d'Avatar, elle se retrouve toute seule. Son frère Sokka est parti et son bien-aimé aussi. Mais celui-ci continue à vivre en Korra.
Mais son héritage, c'est toi. Comme le dira son fils Tenzin, l'héritage de Aang, c'est Korra. Mais l'héritage de Aang, c'est aussi leurs 3 magnifiques enfants, Bumi, Kaya et Tenzin, preuve irréfutable de leur amour. Je suis le plus grand maître de la Terre au monde, alors tâchez de vous en souvenir. Ah oui, tu sais que c'est une faculté très rare. Tu as peut-être un brin de talent après tout. Toph Beifong, le plus grand maître de la Terre de l'histoire, celle qui a rendu l'impossible possible en créant la maîtrise du métal. Des milliers d'années que la maîtrise de la Terre existe, mais il a fallu une fille aveugle de 12 ans pour y arriver. Mais présenter les choses sous cet angle est une erreur, car la vérité, c'est que Toph est en effet une femme exceptionnelle. Elle qui pourtant était née faible due à sa cécité, elle qui a toujours été surprotégée et surmaternée par ses parents. Cet enfant, en s'entraînant avec des taupes blaireaux, a réussi à devenir exceptionnel. Mais la réalité, c'est que cet enfant faible que j'ai essayé de décrire n'a en fait jamais existé. Toph, depuis sa plus tendre enfance, a toujours eu ce caractère bien trempé. Ce caractère de roc. Oui, c'est exactement ça. Je ne parle pas du gladiateur qu'elle a rétamé, mais bel et bien du rocher. Tout comme Sud, le maître de la terre de Roku, Toph est obstiné, fier et brutal. Mais derrière ce roc se cache un vrai cœur tendre. Aouh! Mais pourquoi est-ce que tu m'as frappé? C'est comme ça que je montre mon affection. Faut savoir que Toph est le membre de la team Avatar ayant eu le plus de coups de foudre amoureux. Déjà, en 2007, dans le Avatar The Last Airbender Ultimate Pocket Guide, on nous apprenait que Toph avait secrètement un crush sur Sokka. Et ça se confirmera plus tard d'ailleurs dans l'épisode 44. Dans le comics The Rift, à traduire par Le Désaccord, elle fit la rencontre d'un jeune ingénieur du nom de Satoru, sur qui elle a eu aussi un crush, en tout cas si on en croit les paroles de Katara. Elle a ensuite rencontré le père de Lin, Keyon, avec qui elle n'est pas restée très longtemps, puis enfin le père de Suyin, sur qui on a zéro information. Mais si ses relations avec ses amis comme Aang ou Katara ont toujours été au beau fixe, Mais tu ne peux pas, parce que tu n'es pas ma mère et tu n'es pas la leur non plus. globalement en tout cas, c'est très différent avec les gens de son sang. Elle avait des rapports très conflictuels avec ses parents et surtout avec son père Lao. Ce même père qui, dans The Rift, ira jusqu'à la renier et lui dire qu'il ne la connaît pas. Mais surtout, elle a eu des rapports difficiles avec ses 2 filles, Lin et Su. Traumatisée par le fait d'avoir été enchaînée par ses parents, elle ne voudra pas commettre la même erreur avec ses filles. Voilà pourquoi elle leur laissera tant de liberté. Mais à vouloir leur laisser trop de liberté, elle n'a pu être là dans des moments critiques et importants. Et elle a donc eu des rapports conflictuels avec ces dernières pendant des années. Su qui trouvait sûrement que Lin ressemblait beaucoup plus à leur mère, et voilà pourquoi elle finira par filer du mauvais coton. Et Lin, qui ressemble sûrement d'ailleurs beaucoup trop à sa mère, a elle aussi des rapports très compliqués avec les membres de sa famille. Tant mieux. Je suis contente que nous mettions tout ça derrière nous. C'est ça, nous. Mais tout comme elle finira par se réconcilier avec son père, elle finira par comprendre ses filles et par se réconcilier avec elle. Quand on cherche l'opposé de Aang dans l'équipe de l'Avatar, on pense souvent à Zuko. Mais comme on le verra tout à l'heure, je considère plus Zuko comme le reflet de Aang. Pour moi, le vrai opposé de Aang, c'est clairement Toph. Aang, bien que sachant s'amuser, est calme et tout. Toph, bien que sachant aussi avoir un côté affectif, est agressif et dur. L'un a eu une enfance sans ses parents mais très heureuse, l'autre a bien eu ses parents mais a eu une enfance malheureuse. L'un est à la base un maître de l'air et l'autre un maître de la terre, soit l'élément opposé à l'air. Cette différence, on l'observe beaucoup mieux dans The Rift. Dans ce comics, la team Avatar va se rendre dans une ville industrielle où travaille le père de Toph. Sauf que l'endroit où se trouve l'usine de la ville était à l'époque de l'Avatar Yang-Chen, un endroit sacré où elle avait passé un pacte avec un esprit. Au passage, dans le premier roman de Kyoshi, donc The Rise of Kyoshi, on apprend que Yang-Chen avait une politique particulière sur les esprits et cette politique fut compliquée à assumer pour son successeur Kuruk. Bref, le pacte que Yang-Chen avait passé avec l'esprit dans son temps allait bientôt se rompre à cause de l'usine qui souille l'endroit. Aang va donc essayer de démonter l'usine pour respecter le pacte et donc il veut le faire par traditionnalisme. Mais Toph s'y oppose car pour elle, il ne faut pas vivre dans le passé, mais plutôt avec son temps. En réalité, Toph a été durant toute son enfance obligée de suivre des règles traditionnelles et cela l'a rendue malheureuse. Voilà pourquoi elle s'oppose à Aang ici. Et c'est ça leur vraie opposition pour moi. Le traditionnalisme, représenté par Aang qui est le rescapé d'une culture disparue depuis plus de 100 ans, et la modernité incarnée par Toph qui vit avec son temps et qui a été précurseur d'une nouvelle ère pour les maîtres de la terre en inventant la maîtrise du métal. Mais au final, Aang se rangera du côté de son ami plutôt que du côté de l'esprit et c'est très bien expliqué par l'esprit en question. Quoi qu'on dise, l'Avatar reste et restera toujours
avant tout un humain. Et ce, même si il est en partie un esprit. En vieillissant, Toph deviendra quelqu'un de beaucoup plus sage. Tout ce qui l'importe aujourd'hui, c'est de savoir sa famille en sécurité et en bonne santé. Elle, qui dans sa jeunesse était une grande bagarreuse, est aujourd'hui devenue quelqu'un de raisonnable. Et encore, je suis une petite vieille à présent. Imagine un peu quand j'étais jeune. Entre guillemets. Ceci est donc l'histoire de Toph Beifong, une petite fille qui était considérée comme faible à cause de sa cécité, mais qui s'est retrouvée à être le plus puissant maître de la Terre qu'il ait jamais existé. Le bien et le mal se font sans cesse la guerre dans ton cœur, Zuko. C'est ta nature, ton héritage. The Fire Lord Zuko, mon perso préféré de toute la saga Avatar. Et si on me demande, je pense que c'est également le personnage le mieux écrit de toute la saga. Certes, il y a des persos comme Zahir qui sont aussi très intéressants, mais bon, son écriture s'étale sur 14 épisodes, ce qui pour moi ne peut pas le faire entrer dans le top 3, malheureusement. Mais un autre personnage que je trouve presque aussi bien écrit que Zuko, c'est sans conteste l'avatar Kyoshi. Bon, la plupart d'entre vous avez sûrement bondi de votre siège, mais si vous ne le savez pas, il existe 2 romans extrêmement bien détaillés sur la vie de l'avatar Kyoshi. The Rise of Kyoshi et The Shadow of Kyoshi. On parlera peut-être de Kyoshi dans une autre vidéo, mais aujourd'hui c'est de Zuko qu'on va parler. Zuko est un prince de la Nation du Feu. Il est le premier fils de Ozai et d'Ursa, et oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, Zuko est bien plus âgé de 1 an que sa sœur Azula. Alors, vous étiez peut-être au courant, mais moi j'ai toujours cru le contraire avant de lire le comics The Search, où c'est bien confirmé par Ozai. En plus d'être le fils de Ozai, il est également le petit-fils de Azulon et surtout l'arrière-petit-fils de Sozin, l'un des seigneurs du feu les plus reconnus de cette époque. Sans oublier que du côté de sa mère, il est également l'arrière-petit-fils de l'avatar Roku. Tous ces liens de sang auraient dû faire de lui un homme fort et un maître du feu exceptionnel. Mais malheureusement, ce ne fut pas exactement ce qui se passa. Côté talent et maîtrise du feu, on a l'impression que c'est plutôt sa sœur Azula qui a tout pris. Comme Ozai le disait, Azula est née chanceuse, et lui, Zuko, a eu la chance de naître. Pire, les origines hétéroclites de Zuko sont sûrement ce qui a provoqué tous ces tourments. Comme dira Hiro, mon cher homonyme, le bien et le mal se font sans cesse la guerre dans le cœur de Zuko. C'est là sa faiblesse, mais c'est également sa plus grande force, son héritage. Sozin est la discorde d'un côté, et Roku est l'harmonie des nations de l'autre. Zuko fut le premier humain à avoir dans ses veines à la fois du sang de démons et du sang d'ange. Parce que comprendre la lutte acharnée que se sont livrés tes 2 arrière-grands-pères t'aidera peut-être à mieux comprendre la bataille qui gronde en toi. Tout comme ses 2 arrière-grands-pères ont livré une bataille idéologique, son esprit livre cette même bataille depuis des années. Et oui, Zuko souffre. Il souffre tout au long de l'œuvre. Il souffre jusqu'à trouver sa voie, jusqu'à comprendre que son destin, c'est d'aider Aang à vaincre son propre père. Mais cela veut-il dire qu'il renie l'autre côté de son sang? Non. Mais avant de répondre à cette question, il nous faut mieux comprendre la souffrance de Zuko. Et pour mieux comprendre la souffrance de Zuko, il nous faut comprendre une autre souffrance, celle de sa maman Ursa. Avant de quitter la Nation du Feu, le jour de l'éclipse, Ozai apprit à Zuko que sa mère était sûrement toujours en vie. Et après la fin de la guerre, Zuko ira trouver son père en prison pour lui en demander plus. D'ailleurs, un clin d'œil à cette histoire est fait dans le premier épisode de la légende de Korra, lorsque Jinora demande à Katara ce qui est vraiment arrivé à la mère de Zuko. Tu sais, Jinora, c'est une histoire vraiment étonnante. Bah, t'as l'air vieille, t'as quel âge maintenant? Mais Milo interrompra Katara avec ses bêtises. Cependant, cette histoire nous est contée dans le 2e comics de The Last Airbender, The Search, ou La Recherche en français. Dans ce comics, Zuko veut renouer avec sa famille. Toute sa famille, y compris son père, mais surtout sa sœur. Il sollicitera donc l'aide de ses amis, mais aussi celle de sa sœur pour retrouver leur mère. C'est ainsi que tous les 6 voyageront à la recherche de Ursa. Je vous épargne les détails, vous pourrez lire le comics si vous voulez, mais ils finissent par tomber sur un esprit, la mère des visages, qui est accessoirement la mère de Ko, le voleur de visages qui avait volé le visage de la bien-aimée de l'avatar Kuruk. L'avatar Kuruk, sur qui il y a pas mal de choses à dire aussi, parce qu'on en apprend pas mal dans les romans de Kyoshi, mais c'est pour une autre fois. Cet esprit leur explique que Ursa a changé de visage. En fait, avant qu'elle n'épouse Ozai, Ursa vivait dans un petit village reculé de la Nation du Feu du nom de Hira. Elle jouait dans des scènes de théâtre aux côtés de son copain de l'époque, Noren, qui s'appelait en réalité Iken. Mais un jour, le seigneur du feu Azulon et son fils cadet Ozai débarquèrent chez elle. En effet, lorsque 2 personnes issues d'une ligne puissante de maîtres ont un enfant, cela augmente les chances d'avoir des enfants maîtres puissants.
Ozai arrachera donc Ursa à sa famille et surtout elle arrachera à Noren. Et du coup, quand Ursa fut bannie par Ozai, elle cherchera à revoir son bien-aimé Iken ou Noren. Je sais jamais comment dire son nom. Et elle finit par le trouver. Mais son visage était totalement différent. Et c'est pour ça qu'il a deux noms. Iken, c'est son nom de base et Noren, c'est son deuxième prénom qu'il a pris après avoir changé de visage. Et c'est là qu'il lui expliqua que la mère de visage pouvait aussi lui donner un tout autre visage. Afin de commencer une nouvelle vie, Ursa ira trouver cet esprit et en plus de lui donner un nouveau visage, elle lui proposera d'oublier toute sa souffrance en lui effaçant la mémoire et donc en la faisant oublier ses enfants et Ozai. Mais après plusieurs péripéties et après avoir revu son fils et sa fille, elle décidera de se souvenir et elle retrouvera donc son visage d'antan et elle décidera aussi de rentrer au palais pour y vivre avec son fils, Ikem alias Noren, et la fille qu'ils ont eue ensemble, Kiyi, qui est donc en réalité la demi-sœur de Zuko et Azula. On voit ici que la famille royale n'a été presque que souffrance pour Ursa. Tout comme elle l'a été pour son fils Zuko. Mais souffrance ou pas, cette famille, aussi maléfique qu'elle soit, reste sa famille. Et c'est pour ça qu'il fera tout pour aider sa sœur Azula. Car folle ou pas, Azula reste sa sœur. Et surtout, je pense que Zuko a compris qu'en réalité, Azula souffre tout autant que lui. Elle qui est en apparence hyper belle et remplie de puissance, est en fait atteinte de sérieux problèmes mentaux, dû au fait qu'elle pense que sa propre mère la prenait pour un monstre. Elle avait raison, bien sûr, mais ça reste blessant. Voilà pourquoi au lieu de la combattre, après la guerre, Zuko voudra l'aider. Il comprit que ce n'était pas son ennemi, mais bel et bien un membre de sa famille. Et il semble qu'elle aussi, à sa façon, a décidé d'aider son frère, en restant par exemple son nom avec les Kurumurikage. En vrai, on n'a quasiment aucune information sur ce qui est arrivé à Azula entre le Comics 4, donc Smoke and Shadow, et la temporalité de Legend of Korra. Mais on en apprendra sûrement plus sur elle en été 2023, lorsque le comics Azula in the Spirit Temple sortira, comics qui sera basé sur elle. Si on se ressent un peu plus sur Zuko, on peut dire qu'il possède à la fois le bien et le mal en lui, mais la chose la plus importante dans son écriture pour moi, c'est son parallèle avec Aang. Sozi contre Roku, Zuko contre Aang. Un affrontement qui semblait écrit dès leur naissance, même s'il y a presque 100 ans entre leur venue au monde. Au début de l'histoire, Zuko n'a qu'une seule idée en tête: capturer l'avatar pour retrouver son honneur perdu. Quand Aang, lui, profite plutôt de son voyage avec ses amis pour apprendre les maîtrises des éléments. Dans la saison 3, les rôles s'inversent. Zuko a retrouvé son honneur, en fait c'est ce qu'il pense à ce moment-là, et semble heureux avec les siens, et c'est tout le contraire pour Aang. Et c'est au tour de Aang d'avoir honte et de vouloir retrouver son honneur. Il a honte d'avoir failli à sa mission tout simplement. Mais les deux se trompaient. Aang n'avait pas encore failli, et Zuko n'avait pas encore retrouvé son honneur, car personne ne peut vous le rendre, et c'est à vous de le retrouver. Et pour le retrouver, il faut savoir se pardonner. C'est la leçon que nous enseigne Zuko. Je suis furieux contre moi-même! Oui, Zuko est un personnage en colère. Il est en colère contre lui-même. Il est en colère parce qu'il ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. Mais en vrai, il n'y a rien d'étonnant à cela. Le bien et le mal ne sont eux-mêmes que deux faces d'une même pièce. Sozin et Roku, Aang et Zuko, Raava et Vaatu. L'un ne va pas sans l'autre. Durant toute la saison 1, il n'a fait que semer la destruction partout où il passe pour capturer l'avatar. Durant la saison 2, il a connu une période plus calme, une période où il pourchassait plus sans cesse l'avatar. Mais en recroisant sa sœur, symbolisant l'amour désespéré qu'il a toujours cherché de la part de son père, son côté sombre reprit le dessus. Mais dans la saison 3, il comprit très vite que l'amour qu'il cherche, ce n'est pas son père qui peut le lui donner, car l'amour ne se demande pas. Il se donne naturellement aux personnes qui le méritent, et lui le méritait non pas de son père, mais de son oncle. Son oncle Hiro, qui après la perte de son fils Luten, a commencé à considérer Zuko comme son propre fils. Hiro a été le guide spirituel de Zuko, son guide vers Roku, vers Aang, vers le bien. Après s'être affronté des années dans son esprit, le côté de Roku semble avoir gagné. Je l'ai déjà dit, mais Aang et Zuko ne sont que la face d'une même pièce. Ils se comprennent parfaitement et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs amis. Et du coup, le fait que la première quête de Zuko, une fois devenu gentil, soit aux côtés de Aang n'est pas anodin. En ayant perdu sa rage, il a perdu son feu intérieur. Et pour le récupérer, il devait avoir une nouvelle motivation et comprendre les origines même de son pouvoir. Ce fut là la dernière étape pour son changement. Et l'origine de son pouvoir, c'est que le feu, c'est la vie. Et le devoir de Zuko, en tant qu'héritier du trône de la Nation du Feu,
c'est de protéger cette fille. Depuis lors, Zuko s'attellera à faire le bien. Dans le premier comics, The Promise, Zuko avait tellement à cœur de faire le bien qu'il fit promettre à Aang de le tuer si jamais il devenait comme son père. L'amitié entre Zuko et Aang est tellement forte qu'elle a pu créer quelque chose que l'on pensait impossible, la Cité de la République. Un endroit où les maîtres du monde entier et les non-maîtres y vivraient en harmonie. Même aujourd'hui, il s'attelle à faire le bien et à protéger les siens, que ce soit sa fille Izumi ou l'avatar Korra. Même malheureusement, il a souffert. Il a rompu avec May dans The Promise, et dans le 4e comics Smoke and Shadow, elle sortira même avec un autre homme, chose qui le faisait vraiment souffrir, mais chose à laquelle il ne pouvait rien. Zuko était un petit garçon tourmenté par ses origines, mais en rencontrant son alter ego, il a su trouver son chemin et il a su voir la lumière dans les ténèbres. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage. Zuko est vraiment une lueur d'espoir pour tous ceux qui se sont perdus en chemin, tous ceux qui pensent avoir fait le mauvais choix. Et ce n'est pas fini. Vous pouvez encore faire le bien. Le devoir désintéressé qui est le tien exige que tu renonces à ton avancement spirituel et que tu fasses tout ce qui est nécessaire pour protéger le monde. Et pour finir, Aang, le maître des 4 éléments, le pont entre le monde des esprits et celui des humains, l'Avatar. Aang a accompli beaucoup de choses et a rétabli la paix dans le monde, mais à la base, il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais voulu être l'Avatar. Pourquoi tu ne nous as jamais dit que c'était toi, l'Avatar? Parce que j'ai jamais voulu l'être. Et quand on y pense, être l'Avatar peut en quelque sorte être une fatalité. Mis à part Wan, le tout premier avatar, aucun d'entre eux n'a demandé à avoir ce rôle. La seule différence entre eux et les autres maîtres, c'est que eux, ils ont été choisis par l'esprit de la lumière, Raava. Est-ce une bonne chose ou pas? C'est à chaque avatar d'en décider. Pour Aang, ce fut une triste nouvelle, et pour son successeur Korra, ce fut une joyeuse nouvelle. Tout dépend de la personnalité de base de l'avatar en question, et je pense que les avatars qui ont le plus de mal, au début en tout cas, clairement les nomades de l'air. Les nomades de l'air sont les êtres les plus sages qui existent dans le monde d'Avatar. Ils méditent la plupart du temps, et ont une connexion avec les esprits assez puissante, ce qui leur permet d'accomplir des prouesses. On a pour exemple le gourou Lahima, qui a réussi à vaincre la gravité, et qui sera imité plus tard par Zahir. Ou encore le gourou Tenjo, qui est connu pour avoir jeûné plus de 97 jours sans manger ni boire, mais juste en se nourrissant de l'énergie cosmique. Tu te souviens de l'histoire assommante sur le type qui refusait de manger? Ouais, je vois très bien. Tous ces faits incroyables sont dus au fait que les plus brillants nomades de l'air ont la capacité de se détacher complètement du monde et d'atteindre l'illumination complète, un peu comme dans le bouddhisme. D'ailleurs, je pense que ça en est inspiré. Ce stade de sagesse est le but ultime de tous les nomades de l'air, en tout cas ceux de l'ancienne génération. Je pense pas que Milo ou Kyle en ont quelque chose à faire de l'illumination, mais bon, ça c'est la nouvelle. Regardez à gauche, regardez à droite. L'un d'entre vous ne s'en sortira pas vivant. Sauf que comme Yang Chen le dira à Aang, un avatar, lui, ne pourra jamais atteindre ce stade car il ne peut pas se détacher des problèmes du monde puisqu'il se doit de les résoudre. Et on ne peut pas résoudre les problèmes de quelque chose auquel on n'est pas attaché. Et en plus, Aang lui-même ne peut pas se détacher du monde comme le fait par exemple le gourou Lahima. On l'a vu avec Zahir, on ne peut atteindre un tel stade d'illumination si et seulement si on n'a aucune attache terrestre, y compris au niveau des humains. Sauf que Aang, lui, il est attaché à ses amis et à sa femme Katara ou encore à ses enfants. Yang Chen le lui a dit, le rôle désintéressé qui est le sien l'oblige à renoncer à son avancement spirituel. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est comme si on lui disait de renoncer à ce que devrait être son but ultime en tant que nomade de l'air. Et Yang Chen, elle en sait quelque chose puisqu'elle a elle-même renoncé à cet avancement dès qu'elle a su qu'elle était l'avatar. Dans le roman The Dawn of Yang Chen, on apprend que Yang Chen était un avatar particulièrement actif. Elle s'est attelée à préserver l'équilibre du monde en résolvant plusieurs crises. On se souvient de sa première mission avec le général de fer dont j'ai parlé dans la partie de Toph qui avait lieu dans le 3e comics The Rift, mais on a eu beaucoup d'autres. Surtout que son époque était diplomatiquement une époque pas du tout simple. Elle est née dans une époque où les 4 nations avaient une politique très isolationniste due à un incident qu'on appelle l'incident du platinium. Pour faire simple, c'est une crise où les dirigeants de la Nation du Feu et des tribus de l'eau de l'époque ont financé des rebelles qui voulaient renverser le roi de la Terre, Fei Shan. Mais cela n'a pas fonctionné et donc Fei Shan a décidé de
complètement fermé son royaume et les autres en ont fait autant. Yang Chen a dû donc travailler dans ce contexte-là. De plus, Yang Chen avait un autre souci. Elle avait constamment des visions de ses vies antérieures. Alors, c'est quelque chose de normal pour un avatar, me diriez-vous, mais pour elle, c'était différent. Elle avait l'impression d'être la première personne et surtout, c'était tout le temps. Et je pense que cela aussi l'empêchait d'atteindre l'illumination parce qu'elle était constamment rattachée à des souvenirs du monde. Elle ne pouvait pas s'en détacher, c'était impossible. Et elle comprendra une chose, l'avatar n'est pas parfait car justement, il reste humain. Et cela, elle expliquera à Aang dans le jeu canon Escape from the Spirit World, où elle lui dira que l'avatar est un humain imparfait pour qu'il puisse justement comprendre et être indulgent envers les autres humains. Dans The Rise of Kyoshi, elle expliquera la même chose à Kyoshi en lui disant que tous les avatars commettent des erreurs et que elle, par exemple, a mené une politique par rapport aux esprits qui a compliqué la tâche à son successeur Kuruk. Bref, malgré tout ça, Aang a cherché toute sa vie à trouver un équilibre entre sa personnalité de moine pacifique et son rôle d'avatar. Il a essayé d'être un bon ami, un bon mari et un bon père. En ce qui concerne l'amitié, ça a été une réussite. Il a toujours été là pour ses amis et son amitié avec Zuko a même ouvert la voie vers une nouvelle ère. Mais en ce qui concerne sa famille, c'est plus compliqué. Si on regarde cela du point de vue de Tenzin, ça a été excellent et rempli de bons souvenirs à dos d'éléphant Koi. Parce qu'on vient de découvrir que dans tes souvenirs, notre enfance ressemblait à s'y méprendre à un conte de fées, alors qu'en fait, devine quoi? Tu as tout faux. Cependant, Bumi et Kaya, eux, ont une expérience bien différente, se plaignant du fait que Aang n'ait pas souvent été présent pour eux, trop pris par son devoir d'avatar ou par la formation de Tenzin. Mais c'est pas totalement vrai puisque dans les moments importants, on sait qu'il était là. En tout cas, ce fut le cas pour Kaya. Dans le premier comics de Korra, Turf War, Kaya explique à Korra et à Sami qu'elle est lesbienne et Korra lui demanda comment Aang a pris la nouvelle et elle dira qu'il a beaucoup soutenu. Aang n'était sûrement pas parfait, mais il a toujours eu à cœur de faire le bien. Il ne s'est jamais menti à lui-même. Alors que tout le monde lui disait qu'il devait tuer le Seigneur du Feu, il ne le fera pas et trouvera une autre solution. Même si à mon goût, Korra est l'avatar qui a le plus révolutionné le monde, celui qui a permis tout ça, c'est clairement Aang. En créant Republic City, il a ouvert la porte à Korra. Lui qui était normalement le dernier maître de l'air, a permis en quelque sorte la naissance de futurs maîtres de l'air en donnant naissance à Tenzin. Et même s'il mourit plutôt jeune, à 66 ans, ou 166 si on compte le temps qu'il a passé dans la glace, il a été un très grand avatar. J'espère que ces vidéos vous aura plu, en tout cas moi il m'a pris pas mal de temps à faire, donc si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et surtout à t'abonner, c'est très important. J'ai prévu de faire un truc à peu près similaire cette fois-ci sur Korra et centré beaucoup sur le personnage de Korra parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle et pas trop de choses à dire sur l'autre team avatar. Donc si jamais ça vous tente, mettez-le en commentaire, comme ça je pourrais vous lire et je pourrais donc voilà, décider si j'en fais une. De toute façon, je vais sûrement en faire une. Donc mettez quand même en commentaire, c'est bon pour le référencement. Et dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je vois. Je suis pas super actif sur cette chaîne en ce moment et ça risque pas forcément de s'arranger. Mais en fait, c'est parce que je suis en train de faire, de créer, en tout cas c'est déjà créé, mais je suis en train de concrétiser d'autres projets sur une autre chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube divertissement, ça s'appelle Heroes tout simplement. Je vous mets le lien en description, je vais vous mettre, essayer de vous mettre un truc à côté, enfin bref. J'aimerais beaucoup que vous veniez me soutenir là-dessus. Voilà, venir regarder au moins, peut-être pas s'abonner, mais au moins venir regarder, voir si ça vous plaît. Me soutenir dedans, ça m'aiderait vachement. Dès que j'ai réussi à automatiser tout ça et à faire tourner la machine comme je voudrais, je serai capable de reprendre les vidéos régulièrement sur cette chaîne. Et vous inquiétez pas, il y a vraiment du lourd qui arrive par la suite. C'est juste qu'il y a tellement de temps, j'ai besoin de tellement de temps, de tellement de moyens, de tellement d'argent. En tout cas, le meilleur moyen de me soutenir, les gars, c'est vraiment de liker, de partager les vidéos, de regarder les pubs. C'est ce qui fait vivre le truc. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hero.